La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mercredi, le Premier ministre à Berlin, comme Iselom Klassou, représente le chef de l'État au deuxième sommet G20 Compact with Africa. Au menu des travaux, la rencontre Angela Merkel avec les dirigeants du continent. On en parle tout à l'heure en début d'édition. À Mangourou, forces de défense et de sécurité se parlent à nouveau. Ouverture de ce dialogue civilo-militaire ce matin sous l'égide du ministère de la Sécurité, de la Protection civile et du PNUD. Et puis le nouveau port de pêche, c'est désormais opérationnel. Les activités ont démarré ce mercredi. Tout se fera désormais sur place dans une nouvelle structure plus moderne, plus spacieuse. Mais comment? Nous posons la question ce soir. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et d'abord, cette question, de quoi ont-ils bien parlé ce mercredi à la présidence de la République? Le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur britannique pour le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, son nom, Len Walker. Et voici d'ailleurs les précisions du diplomate anglais au sortir de l'audience, des propos recueillis par Arnaud Kidifou. Je suis très heureux d'être ici. C'est la 4e fois que je visite votre pays. Les objectifs de la discussion, c'était continuer le dialogue pour le développement de la relation bilatérale, particulièrement avec le secteur privé, et encourager les investissements du Royaume-Uni. Par exemple, augmenter le rôle de finance du développement du Royaume-Uni à Lomé. Aussi, nous avons discuté la situation de sécurité dans la Sahel, le rôle de le G5, le Accra Initiative, etc. Le Royaume-Uni est très concerné avec la sécurité là et nous sommes c'est une priorité pour nous aussi. Et finalement, les élections de l'année prochaine, c'est important, un moment important pour Togo. Avec l'ambassadeur du Royaume-Uni pour le Togo, Len Walker. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Cap maintenant sur Berlin. Sur place, dans la capitale allemande, eh bien, le Premier ministre, comme Iselom Klassou, représente le chef de l'État à la deuxième conférence du G20 Compact with Africa. C'est un rendez-vous de la présidence allemande, rendez-vous de promotion des investissements avec les pays africains à fort potentiel économique. L'arrivée l'accueillit, le premier geste du Premier ministre, c'est dans ce reportage de Yves Abevivi. Berlin, la capitale du G20 Compact with Africa. Pour cette semaine, les regards de cette puissance sont tournés vers le continent africain. Avec cette initiative, les investisseurs du G20 Compact with Africa comptent conquérir le vaste marché du continent à travers les investissements privés. À l'ouverture des travaux, la chancelière Angela Merkel relève les efforts faits en 2 ans pour encourager l'investissement privé dans les pays membres du Compact with Africa. Ce pilier, Africa Grow, c'est également pour les startups africains une grande possibilité d'obtenir des moyens financiers. En outre, nous avons amélioré les conditions pour les garanties à l'exportation et les garanties à l'investissement. Depuis 2018, les exportations dans les pays du Compact à hauteur de 330 millions d'euros ont été couverts par des garanties de la République fédérale d'Allemagne et nous avons des demandes à hauteur d'1 milliard d'euros. Donc nous augmentons la part parce que la part avant était plutôt limitée si on le compare avec la Chine. Et nous savons que le commerce extérieur constitue une étape préliminaire importante pour un engagement renforcé sur place. Donc ces chiffres sont très prometteurs. Beaucoup de choses ont évolué, mais je ne veux pas être trop positive, pas non plus. Il reste des difficultés, à savoir la grande question de la sécurité, surtout dans le Sahel.
Dans le cadre du classement Doing Business 2020, elle a félicité les pays membres du Compact 8 Africa, dont le Togo, qui a occupé la première place en Afrique comme pays dont le climat des affaires est le mieux attractif. Nous avons regardé quel est l'indice de la Banque mondiale, le Doing Business, et quelle était l'évolution au cours des dernières années pour les pays du Compact 8 Africa. Nous constatons désormais que cet indice s'est amélioré considérablement pour les Compact 8 Africa, les pays qui participent. Donc, mes félicitations. Le plan national de développement PND 2018-2022, qui prévoit à son axe 3 la formation des jeunes, trouve un répondant auprès du G20 à travers la chancelière qui promet ici soutenir les pays membres du Compact 8 Africa et la politique de formation emploi des jeunes. Une initiative qui pourrait limiter, selon Dorothea Angela Merkel, le phénomène de l'immigration. La population en Afrique est jeune, mais une jeune population qui a aussi des revendications. C'est bien le contraire de ce que nous vivons en Allemagne. Je suis donc ravie d'avoir une initiative spéciale pour la formation et l'emploi. L'objectif, c'est de créer 100 000 emplois et 30 000 places de formation. Et je tiens également à signaler que le gouvernement fédéral a, dès le 1er mars 2020, une loi relative à l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Cette loi permettra pour la première fois une immigration de la main-d'œuvre qualifiée de façon réglementée. Du haut de la tribune, le chef du gouvernement, commissaire Classou, s'est acquitté du devoir de transmettre les salutations du président de la République à l'Assemblée, puis, de façon concise, il a présenté au monde des investisseurs la stratégie de développement du Togo qui repose aujourd'hui sur l'ambitieux plan national de développement qui doit, à l'horizon 2022, faire du Togo un pays émergent. Le Togo apprécie hautement les objectifs assignés à Compact 8 Africa. Et c'est pour cette raison que, sous la houlette du président de la République togolaise, nous avons engagé beaucoup de réformes. Des réformes qui ont été consacrées cette année dans le rapport 2020 de Doing Business, où le Togo a été classé le premier pays réformateur en Afrique et le troisième pays réformateur au monde. Pour toutes ces initiatives, le Togo a de bons projets. Notamment, nous avons élaboré un plan national de développement, le PND, sur une période quinquennale de 2018 à 2022. 3 axes. Faire du Togo un hub logistique, et c'est là l'adresse aux investisseurs allemands. Le deuxième axe, c'est de pouvoir transformer nos produits agricoles en ajoutant de la valeur ajoutée. Alors, c'est de la création de l'emploi. C'est pour limiter l'émigration que nous connaissons pour les jeunes d'une manière générale et créer de la richesse. Et en 3, le troisième axe, c'est de pouvoir redistribuer les ressources au niveau de toute la population. Notamment, mieux s'occuper de l'éducation, la santé, l'accès à l'énergie. Et pour toutes ces raisons, nous voulons, et comme il faut saisir la balle au bon, le classement que le Togo vient d'avoir au niveau de Doing Business, nous demandons aux PME et PMI allemandes de venir investir au Togo. Togo, désormais destination des investisseurs PME-PMI, ils sont les bienvenus. Permettez-moi de terminer en allemand en disant « Willkommen in Togo ». Bienvenue au Togo, représenté à ce sommet par ce stand que le Premier ministre et les investisseurs ont visité. Et au menu des travaux de ce deuxième sommet du G20 Compact 8 Africa, eh bien la rencontre Angela Merkel, dirigeants africains accompagnés, vous allez le remarquer, de représentants d'institutions financières sur le continent. En lieu et place, bien sûr, du chef de l'État à ce rendez-vous, le Premier ministre commissaire Classou et en toile de fond, le bilan d'un an de parcours de l'initiative allemande. Le compte rendu cette fois de Adolphe Paca.
La rencontre de la chancelière Angela Merkel avec ses illustres hôtes, un important rendez-vous d'échange et d'affaires. Mais tout a été précédé d'un intense ballet diplomatique. Des hommes d'affaires internationaux, les représentants des institutions financières, chefs de gouvernement africains en la personne du docteur Komisilom Klassou, représentant ici le chef de l'État Faure Gnassingbé, et des présidents africains qui ont fait le déplacement de Berlin pour ce deuxième sommet du G20 Compact with Africa. Des poignées de main suivies de séances photos ont marqué la fin du ballet diplomatique. Le pacte du G20 pour l'Afrique, c'est ici, dans les sincères discussions, un laps de temps réservé à la presse pour des clichés rapides, puis le reste des travaux à huis clos. La chancelière allemande Angela Merkel réitère ses annonces de l'année dernière de créer la confiance et de venir en aide aux pays du Compact with Africa qui font des efforts dans l'assainissement du climat des affaires. L'objectif étant de rechercher à créer une nouvelle dynamique dans laquelle les gouvernements africains collaborent avec leurs partenaires pour cibler les réformes essentielles et attirer des investissements privés. Le pacte permet aussi aux pays africains de présenter leurs projets aux opérateurs économiques du G20 en vue de leur financement. Et pour la première année, l'Allemagne s'est engagée avec 330 millions d'euros pour améliorer les conditions de garantie à l'exportation et les garanties à l'investissement des pays bénéficiaires du pacte. L'occasion est donnée à chaque dirigeant d'exposer les expériences vécues dans son pays. Le Premier ministre relève succinctement des réformes qui ont été consacrées au Togo sous la houlette du chef de l'État. Conscient des enjeux d'attractivité, alors, le président de la République togolaise a engagé des réformes courageuses sur différents plans. Et je citerai l'assainissement du cadre macroéconomique avec à la clé le respect de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser les ressources internes pour pouvoir les affecter aux besoins de nos populations et que les contributions extérieures ne constituent que des appoints pour accompagner le Togo dans sa dynamique d'aller vers son émergence d'ici à l'horizon 2030. Le courage manifesté par notre pays a reçu évidemment l'accompagnement des institutions financières, notamment le FMI, la Banque mondiale, qui a multiplié ou augmenté le portefeuille pays et qui a dépassé aujourd'hui plus de 328 millions de dollars dans notre pays. Et tout récemment, le mois d'octobre à la fin, la création au Togo du bureau de la Société financière internationale pour pouvoir mieux accompagner le secteur privé national. Tous ces indicateurs sont des éléments qui viennent confirmer le fait que le Togo est sur la bonne voie en matière de réformes. Les performances enregistrées par notre pays ont été ressenties dans le classement, le dernier classement du rapport du business 2020. En deux ans, le Togo a gagné 59 places. En 2019, nous avions gagné 19 et en 2020, nous avons gagné 40. Donc en 2 ans, on était quoi? Il faut le dire, 137e en 2018 et aujourd'hui nous sommes 97e au monde. Donc c'est pour dire que les réformes portent et le Togo, sous le leadership du président Faure, nous allons maintenir ce cap d'aller de l'avant. Et pour le Premier ministre,
ce format de coopération correspond très exactement à la stratégie du Togo élaborée dans le plan national de développement qui fait appel à l'investissement privé à hauteur de 105%. Sur une période de 2018 à 2022, ce plan doit nous coûter 4 622 milliards de francs CFA. Alors, dans son élaboration, il y a le gouvernement, il y a le secteur public, il y a surtout le secteur privé, la société civile et les partenaires en développement. Le secteur privé doit mobiliser 65%. Donc vous comprenez que le Compact with Africa est une opportunité, je dirais, beaucoup plus pour le Togo, de sorte à ce que notre secteur privé national ait un dynamisme en travaillant avec leurs homologues, notamment allemands, qui ont une expérience avérée. Et je salue ici déjà les PME et PMI allemandes, notamment Siemens et Eranor, dans le domaine de l'énergie. Devant cette assemblée attentive à la présentation de ses expériences et succès, le Togo semble être un modèle et le Premier ministre, pour saisir la balle au bon, se fait l'avocat de la jeunesse, des startups et des femmes épris de l'innovation. Pour encourager l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse et au niveau des femmes, tous les marchés publics au Togo, 25% doivent aller aux startups, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. 25% des marchés publics doivent être attribués aux jeunes nationaux et aux femmes. Tout ceci, c'est pour créer le dynamisme au niveau du secteur privé pour que notre économie trouve les réflexes nécessaires, créer de la richesse et de l'emploi pour un Togo qui veut devenir un pays émergent. Donc nous attendons beaucoup. D'abord, nous remercions pour ce qui est fait et nous attendons encore beaucoup de la part, et c'est pour ça que nous saluons votre leadership, Madame la Chancelière. Le pacte du G20 avec l'Afrique, une initiative d'avenir saluée par tous ici. Il se distingue par son accent dans la facilitation à l'investissement privé. Surtout que de nos jours, les ressources publiques sont de plus en plus rares et que seule une croissance tirée par le secteur privé peut répondre aux besoins des populations. Et le Togo, vous le savez, est toujours à la chasse d'investisseurs étrangers. On vient de l'entendre encore. Tenez, cette opération de charme du Premier ministre à Berlin, en marge des travaux du sommet du G20 Compact with Africa. Plusieurs sociétés et entrepreneurs reçus par le Premier ministre sur place, en ligne de mire, bien sûr, le PND. Les audiences, les déclarations à suivre maintenant. Nous avons parlé des projets d'infrastructure, à savoir le projet de dédoublement de la nationale 1, d'Avier à Tapamé, du PND. Nos partenaires sont des investisseurs qui travaillent dans ces projets d'investissement et ils sont intéressés, ils se sont engagés déjà, ils ont déjà présenté leur manifestation d'intérêt au ministère des Infrastructures sur le projet des chemins de fer, sur le projet du dédoublement de la nationale RN1 qui est du PND et aussi de Lomé Croisière qu'ils sont intéressés. Au-delà de ça, on a aussi informé au Premier ministre leur volonté de mettre une industrie de raffinerie pour l'exportation des hydrocarbures au Togo. Donc ça aussi c'est un projet qui les tient à cœur, qui va générer 1000 emplois au Togo. Nous avons un programme qui doit aller rapidement car ce sont des investisseurs qui sont prêts et qui ont déjà l'accord pour investir de leur côté. Maintenant, nous avions fait savoir au Premier ministre cet engagement qui a aussi promis à son retour de travailler avec tout le gouvernement pour permettre que les projets sur lesquels ils se sont positionnés puissent être réalisés dans un bref délai
avec l'accord de l'État togolais. All this infrastructure. So our strategy is to. Ce rappel pour les députés à l'Assemblée nationale, c'est demain jeudi, qu'ils se réunissent pour la 11e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Demain jeudi, 21 novembre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. Cela s'appelle briser la glace. Les forces de défense et de sécurité et les populations dans l'outil se parlent à nouveau depuis ce matin. Un dialogue amorcé sous l'égide du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du PNUD. Ouverture ce mercredi des discussions. Un reportage de Tchazim Nabaga. Les forces de défense et de sécurité et les populations de l'OTI et de l'OTI Sud renouent ici le fil du dialogue. Dialogue rompu à la suite des violences politiques qu'a connu les deux localités en 2017. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Cependant, la crise de confiance persiste et met en mal la cohésion nationale. Pire, elle risque de devenir un terreau sur lequel peut fleurir l'extrémisme violent et saper tous les efforts des plus hautes autorités togolaises en faveur de la réconciliation nationale et de la paix. La menace est donc réelle et il urge de crever l'abcès et resserrer les liens entre les deux entités qui n'aspirent qu'à la paix et au bien-être. Il y a de cela 2 ans et demi, nous avons connu des moments très difficiles, marqués par l'intolérance, marqués par des violences malheureusement qui ont engendré des pertes en vies humaines, des blessés. Ça a amené ces deux entités, les forces de défense et la population, à se regarder, comme on le dit, en chaîne de faïence, à créer une certaine méfiance. Alors qu'avant cela, il y a des efforts qui ont été faits sur l'apaisement. Et brusquement, cette situation a encore fait renaître cette méfiance. Le gouvernement dit, mais on ne doit pas quand même croiser les bras, il faut encore travailler. Il faut travailler pour que la cohésion revienne. Donc c'est dans cet esprit, c'est dans cette dynamique que nous organisons aujourd'hui, 20 novembre 2019, à Mango, la rencontre entre les forces de défense et de sécurité et la population. Il y aura des échanges que nous voulons sincères et francs, parce qu'il ne faut pas se tromper. Il faut dire le mal où est-ce qu'il est, pour qu'on puisse apporter la solution qui vaut la peine. L'exercice se veut inclusif et est essentiellement axé sur des échanges et des débats qui vont établir la photographie des rapports entre les forces de défense et les populations, explorer des pistes susceptibles d'améliorer les relations et prévenir le conflit, mais aussi et surtout réinstaurer et renforcer la confiance perdue entre civils et militaires. Les assises ambitionnent également de permettre aux deux entités de mieux se connaître dans leurs droits et prérogatives respectifs afin de mieux collaborer. Bientôt nous allons entrer dans une phase électorale. Il ne faut pas que les gens viennent chanter pour monter les uns contre les autres, pour inciter les jeunes à la désobéissance, à la violence. Ce n'est pas normal. Le gouvernement a la conviction et demande également aux autres acteurs de prendre leurs responsabilités. Parce que la paix, quand on la perd, ce n'est pas aussi facile de la retrouver. Nous avons des pays qui en souffrent actuellement. Nous ne voulons pas être aussi dans cette situation. Moi, mon souhait, que les acteurs politiques jouent aussi leur partition. C'est vrai, il y aura des manifestations pacifiques publiques, mais nous ne voulons plus qu'à l'issue de ces manifestations, qu'on nous parle des blessés, voire morts d'hommes. Ce n'est pas normal dans notre pays. Les forces de défense travaillent pour la population. Et la population aussi doit apporter son concours au travail que font les forces de défense pour garantir la paix, pour garantir la sécurité dans notre pays. Le gouvernement attend beaucoup des recommandations de ces assises pour restaurer la coexistence pour une paix durable dans l'OTI et l'OTI Sud. L'enjeu est donc de taille. Voilà pourquoi il se fait accompagner dans cette démarche par le programme des Nations Unies pour le développement. Nous accompagnons donc le ministère de la Sécurité pour créer ce lien entre les forces de défense et de sécurité et les populations, et ce qui permettrait de rétablir la confiance, permettrait également aux forces de défense et de sécurité de pouvoir compter sur les populations. Parce que je pense qu'en matière de prévention, les populations ont un rôle à jouer en termes
de prévention dans le sens de pouvoir avertir, de pouvoir donner l'alerte. C'est une activité que nous allons poursuivre afin que la paix et la stabilité du pays restent quelque chose de durable. Cette rencontre entre les forces de défense et de sécurité et les représentants des populations de Loti et de Loti Sud fait suite à celle de Sokodé tenue les 22 et 23 octobre 2019. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités togolaises de faire du dialogue civilo-militaire un outil efficace de prévention et de résolution des conflits au Togo. Il est prévu à l'issue des travaux la mise en place d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme, y compris ceux de l'enfant. Sur rendez-vous à l'agenda, demain, le lancement ce jeudi de la mission citoyenne d'accompagnement du processus électoral de 2020, en abrégé MCAP 2020. C'est un projet de la société civile. En quoi consiste-t-il exactement ce projet? Voici les précisions de Louis Cassis. Élection présidentielle crédible, transparente, équitable et sans violence en 2020, la concertation nationale de la société civile s'engage. Elle veut œuvrer aux côtés des autorités publiques pour des élections libres et apaisées. Mission citoyenne d'accompagnement du processus électoral de 2020, MCAP 2020. C'est le projet que compte mettre en œuvre la concertation nationale de la société civile pour arriver à cette fin. Ce projet va nous permettre de former et de déployer des observateurs pour la révision de la liste électorale et aussi de faire l'observation proprement dite qui va consister à déployer 220 observateurs au piquet et 120 observateurs mobiles. Les observateurs au piquet vont rester depuis l'ouverture dans un seul bureau de vote jusqu'à la fermeture pour nous remonter les informations, alors que les observateurs mobiles vont assister à l'ouverture dans un bureau de vote, après traverser 4 ou 5 bureaux de vote et revenir dans le bureau de vote où ils ont eu à observer l'ouverture pour assister à la clôture et au dépouillement. De la révision des listes électorales à la proclamation des résultats, le projet intègre un système d'alerte précoce pour corriger les éventuels dysfonctionnements. Nous déployons des observateurs qui sont des moniteurs de la violence électorale qui vont nous envoyer des alertes et des dispositions seront prises au niveau de notre situation room pour accompagner ou pour alerter les autorités compétentes qui vont prendre des décisions pour que ces incidents ou ces dysfonctionnements soient atténués. Les observateurs qui seront déployés dans le cadre de ce projet auront donc pour mission d'observer, de noter et de remonter les informations à la cellule de coordination pour toute fin utile. Ça y est, c'est désormais effectif, je vous l'annonçais en titre. Et également, le nouveau port de pêche de Lomé démarre ses activités ce mercredi. Il a été inauguré, rappelez-vous, en avril dernier. C'est donc dans ce port que se feront dorénavant les activités de pêche dans une structure plus moderne, plus spacieuse. Un reportage de Clarisse Atticlet. C'est ici désormais que les piroguiers vont débarquer leurs produits de pêche. Nous sommes au nouveau port de pêche de Lomé qui a une capacité d'accueil de plus de 300 pirogues. La présente cérémonie donne officiellement le ton aux activités sur cette plateforme au grand bonheur des bénéficiaires. Pour ce nouveau port, on est très fiers, on est très content d'avoir ce port parce qu'il y a la place. Tout le monde peut trouver la place ici. Si toi aussi tu amènes, tu vas vendre. Ça ne va pas rester. Tout ça là, on va dire que quoi? C'est toujours le remerciement. C'est donc un nouveau port moderne qui vient booster les activités de toute la communauté portuaire. Il dispose d'une infrastructure moderne de débarquement, de conservation et de vente des poissons. Chambre froide, fabrique de glace, afin de maintenir le poisson sous froid depuis la capture jusqu'à la vente. Autant de dispositions qui sont prises pour garder les produits de pêche dans de meilleures conditions de salubrité. Ici, on va mettre l'accent sur l'hygiène et la qualité, afin que tous les poissons débarqués ici, qui le consommera, ne va souffrir aucune maladie. La propriété aussi sera de mieux. 2500 femmes marailleuses, transformatrices et revendeuses de poissons et 1500 pêcheurs constituent la communauté des usagers du port de pêche de Lomé. Et leur contribution à l'économie nationale est non négligeable. Ce nouveau port de pêche moderne a donc pour objectif de booster les activités dans le secteur, redynamiser l'économie bleue et assurer l'autosuffisance halieutique.
nouveau port, nouvelle structure, on vient de le voir. Question ce soir néanmoins, comment vont être régies les activités de pêche dans ce nouvel environnement? Eh bien voilà cela dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Gisèle Cozon avec Clarisse Atticlé. La pêche de par le monde se modernise et l'Afrique n'est pas en reste de cette modernisation. Considérant la place importante qu'occupe le secteur dans les économies des pays africains, les dispositions se prennent pour que l'activité de pêche soit pérenne et durable. De nouvelles réglementations sont en vigueur dans les pays africains et également au Togo. Elles visent surtout à assurer une gestion rationnelle des ressources halieutiques. La loi de 1915 a renouvelé la réglementation de la pêche dans la sous-région. En octobre 2016, cette loi a été promulguée. Et aujourd'hui, nous travaillons sous cette loi qui demande à ce que la pêche soit respectée. La loi nous demande de ne pas exploiter les filets qui sont de petite maille pour ne pas prendre ce que nous appelons les alevins, qui peut-être dans 1 an, 2 ans deviendront les gros poissons que nous allons pêcher, d'utiliser le carbure pour faire la pêche. C'est un toxique, de ne pas faire la pêche au-delà de nos zones. Et à côté, il y a des sanctions qui sont prévues. Au Togo, le secteur contribue à plus de 4,5% au PIB agricole. Et le secteur s'est davantage modernisé à travers la construction de nouveaux ports de pêche modernes répondant aux normes internationales. Le pays veut ainsi se conformer aux nouvelles réglementations, histoire de booster le secteur et développer son économie bleue. Ici, c'est la pêche artisanale, ce n'est pas la pêche industrielle. Donc nous, on respecte la réglementation. Ce nouveau port répond aux normes internationales. D'abord, il y a la criée qui permet d'assainir le poisson. Le port de pêche dans son entrée, tel que c'est construit, ça répond aussi aux normes. Parce que quand on parle d'un port de pêche propre, artisanal, c'est déjà une innovation. Donc ça veut dire que la pêche maintenant va être beaucoup plus respectée et beaucoup plus de qualité. Avec la modernisation du port de pêche de Lomé, ce sont plus de 5 000 emplois créés et plus de 8 000 emplois consolidés. Vous ne le saviez peut-être pas et pourtant ceci peut être intéressant pour vous. Un nouveau master professionnel à l'université de Kara, un master en aménagement du territoire et développement régional. La rentrée a eu lieu il y a quelques jours seulement. Nestor Ozouf. L'université de Kara, dans la dynamique de la diversification de ses offres de formation. Cette institution ouvre en cette fin d'année 2019 la filière Master professionnel en aménagement du territoire et développement régional. Ce 15 novembre, les premiers étudiants ont effectué leur rentrée solennelle à la satisfaction des autorités de cette université. L'aménagement du territoire accompagne aussi la politique de décentralisation que le gouvernement porte avec beaucoup de conviction. Et nous pensons là que nous nous sommes positionnés pour mettre à la disposition de l'État, à la disposition des différents acteurs, des ressources humaines de qualité, conformément à ce qui est attendu dans l'axe 3 du PND. Et leur travail fait partie de ce qui devra être fait pour que les autres axes du PND puissent être déroulés avec beaucoup de succès. La rentrée solennelle de la première vague des étudiants en master professionnel en aménagement du territoire et développement régional a été marquée par une conférence inaugurale. Celle-ci a porté sur la question de l'économie circulaire. Il se trouve qu'en France, nos régions sont maintenant, du fait de la décentralisation, devenues des collectivités territoriales et qu'elles ont une capacité d'initiative pour développer de nouveaux projets en aménagement du territoire, en développement local et à travers l'économie circulaire. Le développement de l'économie circulaire. Donc voilà ce que j'ai essayé de communiquer à travers la conférence. J'ai essayé de montrer les enjeux et les limites aussi de l'économie circulaire, c'est-à-dire une économie qui permette de préserver les ressources à travers, bien sûr, on pense d'abord au recyclage des déchets, mais pas seulement, à travers tout un ensemble d'opérations qui permettent d'aller vers une
société et une économie plus économe dans l'emploi de ces ressources. Le master en aménagement du territoire et développement régional est le 5e master professionnel fonctionnel à l'Université de Kara depuis 2016. Le premier, le master en planification de développement, a démarré en novembre 2016. Le deuxième, le master en agrobusiness, management et marketing agricole, a été lancé en décembre de la même année. En novembre 2017, le master en phytopharmacie et protection intégrée des végétaux a ouvert ses portes. C'est le troisième. Le quatrième, qui concerne l'aquaculture et les produits halieutiques, a été mis en route en novembre 2018. L'actualité à l'étranger en bref, avant de refermer cette édition, cela fait tout juste 3 mois que le Nigeria a décidé de fermer ses frontières, invoquant une mesure pour lutter contre les trafics et la contrebande. Cette décision a une répercussion, vous le savez, sur les économies des pays frontaliers, notamment celle du Bénin et du Niger. Un comité conjoint a été créé au cours d'une réunion d'urgence tenue à Abuja. C'est pour relancer les échanges commerciaux et mettre en place des sanctions contre la contrebande. Le Bénin et le Niger espèrent plus vite. De son côté, le Nigeria veut prolonger la mesure jusqu'à fin janvier. Quelques communiqués avant de refermer justement cette édition, communiqué de presse du Parti Unir. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020 au Togo, le Parti Union pour la République observe avec beaucoup de responsabilité depuis quelques mois que le gouvernement s'active et met les bouchées doubles pour mener à bien le processus électoral de façon transparente et inclusive avec tous les partis politiques et acteurs concernés. À cet effet, une feuille de route a été définie. Un comité de suivi de tous les actes préparatoires de l'élection a été mis en place et dont la première réunion s'est tenue ce mardi 19 novembre 2019 sous l'égide du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le Parti Unir se réjouit de ce souci et de cette démarche de transparence et félicite le gouvernement pour l'esprit d'ouverture ayant prévalu et permettant également la participation de la Commission électorale nationale indépendante et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à une telle rencontre. Mais l'opinion publique a été témoin de l'attitude peu responsable de certains partis politiques, tout en regrettant et déplorant ces agissements qui vont à l'encontre de la recherche de la paix et de la stabilité. Le Parti Unir invite tous les acteurs, notamment le gouvernement, les partis politiques, à poursuivre le processus électoral dans le respect du canevas indiqué par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle de 2020 qui devra se tenir au plus tôt le 19 février et au plus tard le 5 mars 2020. Le Parti Unir réaffirme sa volonté à faire triompher les idéaux de paix, de cohésion sociale et se tient prêt à œuvrer pour le respect des dispositions constitutionnelles en vigueur. Il invite tous les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, à l'esprit de retenue, de dialogue, de concertation et d'unité nationale. Autre communiqué du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature sur les dates limites de mise à feu précoce. Vous permettez, nous sommes en direct. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les feux de végétation 2019-2020, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature rappelle à toute la population que les feux de brousse sont interdits conformément à la loi du 19 juin 2008 portant code forestier et en son article 64. Afin de prévenir les feux tardifs très nuisibles au sol, à la flore, à la faune, aux établissements humains, au cadre de vie et même à la vie humaine, le ministre invite la population à accompagner les services forestiers et les organisations de la société civile dans le processus de redynamisation des comités villageois de lutte contre les feux de végétation, l'aménagement des pare-feux et la mise à feu précoce. Les pare-feux doivent être réalisés autour des plantations forestières, des champs de culture, les hameaux, les greniers à vivre, les forêts communautaires, les forêts classées ou sacrées, les réserves de paille, etc. Les feux précoces sont allumés de préférence entre 5h et 7h ou en temps relativement frais ou calme, en absence de vent violent. Cette opération doit se faire en équipe. Les dates limites des feux précoces sont fixées comme suit. Région de la Maritime,
15 janvier 2020 pour Ave, Zio, Yoto et Vaux. 15 février 2020 pour Lac et Bamono. Région des Plateaux. 31 décembre 2019 pour Plateau Est et 15 janvier 2020 pour Plateau Ouest. Région centrale. 31 décembre 2019 dans les zones savanicoles et 15 janvier 2020 dans la zone forestière Adélé. Région de la Cara, 20 décembre 2019, région des Savanes, 15 décembre 2019. Au-delà de ces dates, tout feu allumé est considéré comme feu tardif et sera sanctionné conformément aux tests en vigueur, notamment le code pénal et le code forestier. Ainsi, il est demandé aux voyageurs, fumeurs, éleveurs paysans, chasseurs et apiculteurs d'éviter les feux criminels qui sont aussi sévèrement réprimés par la loi en vigueur. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature compte sur le civisme et le rôle d'éco-citoyenneté que devra jouer chaque acteur pour la préservation de notre environnement. Ensemble, œuvrons pour la gestion durable de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature en participant à la prévention et à la lutte contre les feux de végétation. C'était donc là le communiqué du ministère de l'Environnement. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Berlin, en Allemagne. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.